Bonjour à tous, bienvenue sur Examcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Avec Sam. Salut Sam. Salut. Et voilà, c'est terminé. Avec moi, Mirko. Alors, aujourd'hui, au sommaire de cet épisode 22, on vous a concocté un programme assez léger. On va faire le débriefing du match du 1er mars contre le FC Aro Brugli-Feld. Ensuite, ce sera le retour de la question de la communauté. Et puis, on terminera avec le quiz de Sam. Alors, on vous avait habitué à avoir des invités prestigieux, semaine après semaine à l'antenne de Examcast. Comme je vous l'ai annoncé sur nos réseaux cette semaine, l'équipe, mais peut-être moi un peu plus, avait besoin de souffler cette semaine, d'où voilà un programme un petit peu plus léger. Mais les invités reprendront, vous inquiétez pas, c'est pas la fin des invités sur Examcast. Voilà, donc sans transition, messieurs, je vous propose qu'on passe directement au premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est bien évidemment le débriefing du dernier match. Donc, ce vendredi 1er mars, en ce jour de fête neuchâteloise, Neuchâtel Xamax se rendait au Brugli-Feld pour y affronter le FC Aro. Donc notre équipe restait sur deux belles performances, 2 victoires avec 2 blanchissages à la clé, à Nyon puis il y a une semaine contre le FC Thun. Donc ici à l'antenne de Xamcast, on avait quand même beaucoup d'attentes. Enfin on était partagés, on avait des optimistes et puis on avait des gens un petit peu plus prudents concernant ce match. Mais voilà, tous en secret, on espérait revoir notre équipe disputer de bonnes prestations et puis ramener quelque chose du Brugli-Feld. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'équipe s'est inclinée 2-0 contre le FC Aro et puis on va vous décortiquer petit à petit ce match contre le FC Aro. Je vous propose, messieurs, comme d'habitude, qu'on commence par les réactions de la communauté. Donc, on a reçu 4 réactions suite à ce match. On a Thomas qui nous dit, voilà, un petit peu dégoûté, les joueurs jouent très bien sur certains matchs et moins bien sur d'autres. Yanis qui nous dit beaucoup d'inconstance dans nos résultats. Samuel qui nous dit défaite logique, Aro meilleur, mais un gros manque de finition du côté de Xamax, mais aussi du côté d'Aro. Et puis, on a Lulu qui nous dit un match vraiment de merde, il faut l'avouer. Maintenant, il faut se tourner vers le 8. Donc, il lui fait déjà mention du prochain match contre le FC Sion. On en parlera, messieurs, de ce match lors de la conclusion de cet épisode. Alex, je vais pas trop te demander ce que tu as pensé du match puisque tu nous l'as fait déjà annoncer la semaine passée. Tu ne pouvais pas assister à ce match puisque toi-même tu étais en train de jouer à ce moment-là. Alors, je vais quand même te poser la question, est-ce que ton match à toi c'est un peu mieux passé que celui de Xamax du coup? Oui, c'est mieux passé. Ok, vous avez gagné? On a fait un match nul. Vous avez fait match nul, ouais, ok, donc c'était quand même un petit peu mieux que pour Xamax. Mais donc Sam, Mathéo et moi-même avons pu assister au match. Alors Sam, si je me trompe pas, toi tu étais à la maison et puis Mathéo, je sais que tu étais au stade puisqu'on s'est croisés. Ouais, votre sentiment à la fin de ce match, messieurs? Frustration. Excuse, je vais prendre les devants. Mais frère, en étant en plus, en ressentant ça depuis le stade, frustré. Maintenant, tu parlais d'optimiste et puis de plus réaliste. Moi, je faisais partie des gens qui savaient que ce déplacement-là risquait d'être compliqué, de par le terrain qui a là-bas, l'ambiance qui est au Rugbyfeld, et puis le fait que Aro est rarement une équipe qui se fait qui se laisse se faire marcher dessus éternellement par le même adversaire. Maintenant, on a manqué de réaction, on a manqué de réactivité après le premier but marqué. Et puis Aro était plus ou moins supérieur à nous dans tous les compartiments du jeu, j'ai trouvé.
Ouais, Sam, tu partageais un peu cette idée? Ouais, totalement. Je trouvais aussi, enfin, au début, je trouvais que ça allait encore. Le match, ben, peut-être les équipes se regardaient encore. Mais comme très souvent cette saison, niveau offensif, c'est le néant total. Parce que je pense que si on faisait bonnes phases offensives comme on a fait contre Tours, je pense qu'on aurait pu faire un autre match. Mais visiblement, il y a quand même toujours quelque chose qui coince niveau offensif. Oui, moi je peux évidemment que partager votre avis. Honnêtement, on aurait été un média neutre, ni pour Haro, ni pour Xamax. On aurait dit, ben, c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe qui jouait en blanc ce jour-là. Il n'y avait pas photo aujourd'hui entre ces deux équipes. Après, pour nous, c'était un match forcément un petit peu plus difficile à voir, mais je crois qu'Haro, avec ce score de 2-0, n'a rien volé. Alors, une défaite plus grande aurait été sévère, je pense. Pour nous, on n'aurait pas mérité d'en prendre 3 ou 4 non plus sur ce match-là. Alors moi, je nuancerais un peu les propos de nos internautes. Je trouve que c'était pas forcément un match de merde de la part de Xamax en soi. Tous les matchs perdus en soi ne sont pas des matchs de merde, et ça n'a pas été une prestation indigeste comme on a pu avoir alors en tout début 2024 ou sur quelques matchs pendant la fin de l'année 2023, pendant le deuxième des 4 tours, surtout où on a fait des matchs vraiment très compliqués. Mais on est tombé sur une équipe qui jouait mieux que nous ce soir-là, qui a su nous imposer son plan de jeu, tout en arrivant extrêmement bien à contrer le nôtre, parce que ben on l'écouterait après dans les interviews, mais le plan de jeu n'avait pas changé par rapport à Toon et puis par rapport à Stade Lyonnais, c'était de laisser le ballon à l'adversaire et puis de pouvoir le contrer. Mais du coup, ce plan-là, on l'a beaucoup moins bien exécuté que lors des 2 derniers matchs dans ces 2 phases. La première phase, c'est-à-dire bien contenir l'adversaire, eh bien, on n'a pas réussi. Honnêtement, à bien contenir nos adversaires, puisqu'on a pris 2 buts, mais il y a eu plusieurs séquences chaudes qui auraient pu mener à d'autres réussites. Et puis de l'autre côté, ben quand on a eu des opportunités de contrer, eh ben on n'a pas bien joué, tout simplement. On n'a pas eu les gestes justes comme on les avait eu, surtout contre Thun, mais aussi à Nyon. Et puis la défense argovienne a finalement passé un match relativement tranquille à nous contenir. Il y a eu aucune frappe cadrée. On y reviendra après. Donc, sans faire forcément un mauvais match avec des boulettes à répétition ou autre, on n'a tout simplement pas été assez bon pour ramener quelque chose. Voilà. Donc, bah, je trouve que l'entame de match, elle a d'entrée donné la couleur hein, avec une première frappe de Conus à la 5e minute qui était déjà très dangereuse et puis une phase de possession quand même assez de possession haute, j'ai envie de dire même d'Aro assez impressionnante. Alors ça a été c'est difficile de mettre des joueurs en évidence, mais on a quand même beaucoup vu Fazliou, Avdili sur son côté droite et Georgiev sur le côté gauche. Ces 3 hommes, messieurs, alors dans les premières minutes, mais globalement sur tout le match, ils nous ont fait très mal. Je voulais vous entendre un peu là-dessus. Ouais. Vas-y, Sam. Non, je te laisse, vas-y. Non, effectivement, bah, y en a un déjà qui met un doublé, donc Ouais. l'influence, elle est vite identifiée. Mais oui, c'est vrai ils nous ont mis à mal et mine de rien, même si nos occasions, on les a eues aussi. Franchement, sur certaines occasions, le constat est clair, on pouvait partir avec une casquette beaucoup plus lourde que 2 buts dans les valises vendredi soir. C'est vrai qu'ils nous ont posé des problèmes insolubles pendant tout le match et on a eu énormément de peine à les contenir. Totalement. Alors, Avdili sur le côté droite, dans les premières minutes, il a dansé autour de Balarouban. Je pense que cette danse, elle s'est matérialisée avec un carton jaune pour Balarouban à la 12e, où je me suis dit, oh mon Dieu, si c'est tout le match comme ça, il va pas finir le match, le pauvre Balarouban. Il sera obligé à un moment ou l'autre de commettre une faute qui lui vaudra un deuxième carton jaune.
Et puis de l'autre côté, Atekame, il a été énormément mis en difficulté par Georgiev. Alors énormément mis en difficulté parce que c'était compliqué aussi pour Routier d'essayer d'attaquer, de contrer, mais aussi de venir aider son collègue. Et puis surtout, il y avait Conus aussi sur le côté gauche. Enfin, ça combinait bien, ça passait bien. Et puis voilà, sans avoir fait un mauvais match en soi, mais Atekame, j'ai eu l'occasion, vous l'entendrez pas à l'interview, mais j'ai eu l'occasion de parler aux antennes avec Zachary. Il disait que c'était compliqué de défendre sur des joueurs comme ça. Il a un très bon toucher de balle, Georgiev, il est bon des deux pieds, il est rapide, il est imprévisible, il a ce grain de folie. Enfin, c'est vraiment un joueur, quand il est dans un bon jour, extrêmement, extrêmement difficile à contenir. Et malheureusement pour nous, aujourd'hui, il était dans un bon jour, tout comme Valon Fazliou, tout comme Avdili sur son côté droite. Et puis, ils ont même pas eu besoin que Touré soit à 100% de conclusion pour repartir avec la victoire. À la 24e minute, quand Valon Fazliou ouvre le score, ça répond à une logique sur le terrain finalement assez implacable. Aro était dominateur et ils ont marqué, on va dire, au meilleur moment de leur domination. Messieurs, vous n'étiez pas surpris à ce moment-là qu'on encaisse un but? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, on a essayé ensuite, comme tu disais avant, Mathéo, de réagir. Après le but, on a vu quand même un peu un esprit de révolte de la part de l'équipe. On peut noter une tête de Winkler juste à côté, puis une assez grosse occasion aussi pour Simone Rapp qui reçoit le ballon dans de bonnes positions, et puis il crochette et puis sur son pied gauche, mais il se fait contrer par le défenseur. C'est des occasions suffisamment notables, mais qui restaient quand même assez légères par rapport à ce que le FC Aro avait eu, notamment cette énorme occasion à la 30e minute où Touré envoie une magnifique tête que Guivarch arrive du bout des doigts à repousser sur sa barre transversale. Ensuite, le ballon revient et Touré est le plus prompt à reprendre le ballon, mais miraculeusement, il part sur le poteau et il ne rentre pas. Donc voilà, c'est 1-0 à la mi-temps pour Aro, mais ça aurait pu déjà être 2-0 sans aucun problème. Mais à ce moment-là, on se disait, bon, il y a qu'un but de retard. Ça peut le faire avec en reprenant un peu le jeu plus à notre compte et puis en étant plus efficace dans les phases de transition. Donc tout n'était pas perdu à la mi-temps. Mais voilà, malheureusement pour nous, le 2-0, il intervient beaucoup trop tôt. Et puis on est un petit peu poissard sur ce but. Tu peux le commenter, Mathéo, puisque tu t'étais juste aux premières loges. Oui, alors moi depuis derrière le but, ma première réaction, c'est que Guivarch faisait pas preuve d'une énorme réactivité parce que le ballon est quand même sur son poteau. Ensuite, en revoyant l'action au ralenti, c'est vrai que c'est la frappe, elle est déviée à l'origine. Ouais. Mais il y a une, d'un côté, de ce point de vue-là, il y a une certaine poisse. Mais après, il y a un manque de réactivité, de nouveau, qui est assez manifeste, encore une fois, sur ce tir, parce que tu peux sortir plus vite. Sur Fazliou, il a quand même pas mal de temps pour armer sa frappe. Et ensuite, Guivarch, masqué plus déviation, ça complique quand même pas mal la donne. Ouais, c'est Simone Rapp qui dévie le tir de Valon Fazliou. Et il y a une forêt de jambes neuchâteloises argoviennes dans la surface, mais il n'y en a pas une pour contrer. Puis c'est vrai que Guivarch, de nouveau, le tir, il vient pas non plus hyper fort, mais il est quand même masqué. Et puis Fazliou, il a quand même une frappe un peu sèche, un peu avec des trajectoires des fois un peu bizarres. Donc ouais, alors j'étais moins enclin à mettre la responsabilité sur Guivarch au niveau de ce deuxième but. Moi, j'incrimine entre guillemets plutôt effectivement le manque de réactivité de la défense, parce que il y a plusieurs joueurs qui arrivent à s'avancer, à combiner sans qu'ils soient vraiment attaqués. Moi, j'ai envie de reprendre un peu les propos de Federico Nicastro il y a maintenant 2-3 épisodes où de nouveau sur cette action, on défend une zone, mais on va pas vraiment gêner le joueur. En fait, le joueur qui est en possession du ballon et même les collègues autour, ils sont toujours un peu démarqués. Il n'y a pas un rouge et noir qui leur colle au basque pour les empêcher de faire le geste qu'il faut. Donc
quand on laisse trop de liberté à l'adversaire dans ces phases-là, surtout un adversaire dangereux dans des phases offensives comme Haro, eh ben on s'expose à ce genre de situation. Et puis voilà, c'est dommage que ce but il arrive aussi vite. Mais messieurs, est-ce que à ce moment-là, dans votre tête, vous vous dites bon ben voilà, c'est bon, la fin du match, ça va être du remplissage, ou vous y croyez encore après ce 2-0? Il y a un moment où l'équipe, j'ai l'impression qu'il monte un peu de niveau, ça tourne bien, ça essaie d'attaquer. Mais cette période, elle a pas duré très longtemps. Et puis dès qu'ils ont baissé de niveau, j'ai su que qu'on allait parvenir de toute façon. Mathéo, tu y croyais toi? Non, après le deuxième, je t'avouerais que vu la trame du match, personnellement, moi, je n'y croyais plus du tout. Ouais, moi j'étais aussi un peu dans cet état d'esprit-là. Je me dis, il faudrait vraiment une grosse baisse de niveau d'Haro, et puis une grosse montée de niveau de notre part pour qu'on puisse espérer revenir dans le match. On sent quand même, il y a quand même le langage corporel des joueurs et tout. On sent quand même un petit peu les matchs, et tout comme je sentais que tout n'allait pas revenir probablement après le 2, voire plutôt le 3-0. Mais là, je sentais que ça allait être extrêmement compliqué. Enfin, il aurait fallu beaucoup de facteurs pour qu'on puisse revenir dans le match. À ce moment-là, on était, pour moi, dans un trop mauvais jour, en fait, pour espérer. Alors, on aurait pu espérer que notre adversaire soit aussi dans un mauvais jour, puis ça donnait un vieux 0-0 tout moche. Mais malheureusement pour nous, Haro était dans un bon jour, nous pas dans un très bon. Donc ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être du remplissage. À ce moment-là, je me disais, bah, il faut plus de cartons jaunes, pas de joueurs blessés. Et puis si on termine le match à 2-0 sans joueurs blessés, sans joueurs qui aient pris de carton jaune et qui seraient suspendus éventuellement la semaine prochaine contre le FC Sion. Voilà, j'en demandais pas plus. Alors c'est vrai que les entrées, alors il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés, il y en a 3 qui sont rentrés en même temps à la 63e, Saïs, Benseguir et Hadji. Puis ensuite Del Toro à la 70e et Bakayoko à la 80e. On essayé d'amener un nouveau dynamisme, c'est normal, c'est le job des remplaçants. Mais Haro était trop dans les pantoufles, comme on dit, pour que ça les inquiète. Finalement, les remplaçants, ils n'ont pas fait mieux que les titulaires. Il n'y a pas eu de tir cadré non plus de leur part, pas eu de grosses occasions. Donc voilà, moi honnêtement, je suis pas trop déçu finalement de cette défaite, parce que finalement on prend que 2-0. Et puis voilà, il faut aussi des fois savoir reconnaître que quand l'adversaire est tout simplement meilleur que nous, on dit bravo, et puis on rentre à la maison, et puis on rebosse pour la semaine suivante. Ouais. J'imagine que vous étiez pas trop déçus en soi à la fin de ce match, messieurs, ou bien vous étiez Déçu, vraiment... non, mais je dirais plus frustré. Je m'attendais quand même à mieux après les 2 bons matchs qu'on avait fait. Mais bon, après, voilà, c'est triste à dire, mais on a un peu l'habitude. Ouais, alors après pour moi cette défaite elle était pas, enfin oui on a eu l'habitude des défaites ces dernières saisons, mais celle-ci elle sonne pas comme les autres. J'arrive peut-être pas encore à dire pourquoi, et puis peut-être qu'il faudra encore voir les prochaines semaines comment évolue l'équipe, mais elle avait pas le même goût que les autres, parce que parfois, on ressortait avec un match nul alors qu'on aurait dû gagner, ou alors on perdait le match alors qu'on aurait dû prendre au minimum un point, avec un sentiment que potentiellement on était supérieur à notre adversaire du jour, et que notre adversaire, bah, il profitait juste de notre fébrilité défensive et de notre stérilité offensive pour ramener quelque chose. Mais là, vendredi, Haro était meilleur. Haro a fait le travail. Ils ont fait ce qu'il fallait, eux, pour s'assurer les 3 points amplement mérités. Donc, pour moi, c'était un match où l'adversaire était meilleur. Et puis, tant pis, ça arrive, on passe au suivant. Et puis, on espère que, voilà, c'est pas le début d'une longue série. Mais je crois pas que c'est le genre de défaite qui va laisser des traces vraiment dans l'équipe. Enfin, je voulais vous entendre un peu par rapport à ça, messieurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est une défaite qui va laisser des traces pour l'équipe? Alors, pas forcément, puisqu'il faut pas non plus oublier qu'on s'était relevé. Puis finalement, ces 2 victoires nous ont permis aussi de prendre une
petite marge par rapport à la barre qui était pas là il y a 3 semaines. Maintenant, j'en parlais avec un supporter pendant le match, un supporter que tu connais bien d'ailleurs, Sam, qui me disait ça fait depuis 2021 qu'on n'a plus aligné 3 victoires consécutives. Et on est un peu dans cet éternel problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire une série. Et pour la confiance de tout le monde, c'est quelque chose qui serait salutaire une fois, quoi. De pouvoir enchaîner les performances et puis de pouvoir aussi voir une espèce de montée en puissance de l'équipe. Mais dans ces temps-ci, c'est compliqué, c'est clair. Ouais, c'est extrêmement compliqué, mais on jouait une bonne équipe, hein, honnêtement, en face. Moi, les supporters argoviens, bah, j'étais juste derrière eux, en tribune presse. Du coup, bah, il y a beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. C'était pas les ultras, hein, mais il y avait beaucoup de monde. Et les gens étaient contents, ils étaient debout, ils chantaient, ils applaudissaient. Enfin, ils avaient toutes les raisons d'être contents, comme nous, on avait toutes les raisons d'être contents la semaine passée. Après la victoire face à Thun. Donc, ouais, comme je disais avant, parfois, ben, il faut se rendre compte qu'on a essayé, mais c'était pas suffisant. Et puis l'adversaire a mieux joué que nous. Et voilà, moi, je pense pas que l'équipe sera trop déçue de ce match. Et puis voilà, j'espère surtout qu'ils tireront un petit peu les enseignements. C'est que le plan de jeu qui a bien fonctionné contre Toon et Nyon, il nécessite d'être parfait entre guillemets dans les deux zones clés, hein, du terrain. Il nécessite de bien verrouiller derrière et puis d'être efficace sur les contre-attaques. Donc, quand il y a au moins une des deux zones qui fonctionne pas bien, il faut avoir des plans B. Et voilà, j'espère qu'on arrivera aussi des fois à trouver un peu d'autres plans de jeu face à d'autres adversaires. Tous nos adversaires seront pas aussi bons que ce FC Arrow ce soir-là. Le FC Arrow, quand ils étaient venus à la Maladière en décembre, c'était la même équipe, c'était à peu près les mêmes joueurs. Eh bien, on les avait dominés. Donc voilà. Je pense que voilà, ça peut contre d'autres équipes, on peut aussi beaucoup mieux s'en sortir et puis espérer de construire cette fameuse série positive que tu évoques, Mathéo, quoi. Mais dans cette Challenge League, à part Sion et Toon, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi à aligner 3 victoires? Ça serait intéressant d'aller faire quelques Non, ouais. recherches. C'est vrai que si on est tous dans le même paquet derrière ces deux-là, une raison, il y aura bien une raison valable, quoi, là derrière, c'est vrai. Ouais, c'est finalement l'espèce d'inconstance que mentionnait Yanis dans son commentaire sur nos réseaux, quoi. Mais la constance, c'est pas uniquement que ça, Max. Effectivement, dans ce championnat de Challenge League, il y a aussi d'autres équipes qui comme nous, peinent à aligner les bons résultats, et puis les bons résultats d'un point de vue comptable aussi. Du coup, parce qu'on ne demande pas forcément que les victoires viennent toujours avec la manière. On ne demande pas toujours des 4-0 flamboyants comme vendredi dernier. Parfois, une victoire un peu à la dure, ça passerait aussi. Mais c'est vrai qu'on demande que des points finalement. Actuellement, c'est ce qu'on attend de la part de l'équipe. Donc voilà, ouais, c'est avec ces changements. Arrow aussi a fait ses changements et puis une dernière demi-heure pas très passionnante. Arrow a peut-être eu une ou deux occasions d'alourdir la frappe, mais ils n'ont pas non plus tout mis sur l'attaque. Et puis nous, on a été trop peu précis pour pouvoir même se créer des grosses chances de but. Donc voilà, finalement, Hubel a été assez tranquille sur cette fin de match. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez encore des choses à dire à l'issue de ce match? Non. Ok, donc on va gentiment pouvoir passer aux interviews. Donc, alors, je suis allé rencontrer Uli Forte, Théo Guivarch et Kenan Fatkic. Alors, pour les deux premiers nommés, je m'excuse déjà pour la qualité du son. C'était un peu la zone, je vous cacherai pas, à la fin du match. D'habitude, voilà, on se rend à un endroit et puis on attend qu'il y ait des gens de la communication des clubs qui passent pour dire, voilà, j'aimerais avoir tel ou tel joueur à l'interview. Et puis là, c'était pas le cas. Donc avec les personnes présentes, on a dû un peu courir au bord du terrain et courir après les joueurs pour les avoir à l'interview. Donc on a pu en avoir.
Par contre, au moment de l'interview d'Uli Forte et de Théo Guivarch, il y avait encore la musique victorieuse dans le stade. Donc j'ai dû retravailler un petit peu les fichiers d'interview pour minimiser un peu le son. Donc voilà, je m'excuse déjà de la qualité sonore qui est un petit peu en deçà de ce qu'on peut avoir, notamment quand on interviewe les joueurs à la Maladière. Alors messieurs, je vous propose qu'on écoute déjà, une fois n'est pas coutume, le coach Uli Forte qui s'est présenté le premier au micro. On écoute Uli Forte. Avec Uli Forte, défaite ce soir contre le CRO. Pas trop de regrets, j'imagine. Le CRO était meilleur ce soir. Oui, ce soir, c'était une victoire d'Aro méritée. Nous, on n'avait pas beaucoup de jeux, on avait beaucoup de ballons perdus, on avait... surtout le premier mi-temps, on ne sortait pas. On sortait pas, même si on voulait jouer le bloc. Mais après, gagner le ballon, on voulait sortir et on n'a pas réussi à sortir parce qu'on avait trop d'erreurs dedans et ça nous a donné beaucoup de peine. Ouais, c'est ça. Ils ont été meilleurs offensivement, meilleurs défensivement. Défaite finalement logique. Il a manqué de tout à Xamax ce soir. Ouais, même si on a eu 2-3 occasions chaudes, premier mi-temps devant le but, où on a eu contré des tirs, des frappes au but. Mais c'était trop peu. Pour gagner un match ou pour faire des points ici à Aro, c'est un peu trop peu. Et on doit accepter, malheureusement, on doit accepter cette défaite. Et l'adversaire était vraiment mieux aujourd'hui. Je crois 12 tirs, 11 ou 12 tirs pour Aro contre 5 cadrés, à peu près le même nombre pour Xamax, 0 cadré. Ça veut tout dire. C'est ça. On n'a pas réussi à cadrer les frappes qu'on avait. Et surtout, on avait trop peu de frappes. Et c'est pour ça qu'on doit analyser bien ce match et on doit se préparer maintenant pour le grand match contre Sion. Voilà, donc après Uli Forte, on va écouter Théo Guivarch. Alors Théo Guivarch, il disputait à l'occasion de ce match son centième match sous les couleurs de Xamax. Alors j'ai oublié de le féliciter pendant l'interview, j'ai réalisé ça après le match. Mais voilà, on sait qu'il nous écoute Théo, donc voilà Théo, félicitations pour ces 100 matchs. Et puis merci pour tout le travail fait jusqu'à présent. Donc on écoute Théo Guivarch. Théo, un match pas facile ce soir contre les CRO. Victoire logique, on a l'impression pour les Argoniens quand même. Oui, on est tombé sur une bonne équipe, voilà, on le savait aussi. Après, quand on veut remporter un match comme ça, il va falloir mettre plus d'ingrédients que ça. Là, on a manqué un peu plus ce soir au niveau de l'agressivité notamment. Techniquement, on a eu des erreurs, on a réussi à pousser un peu à la fin, mais c'est pas suffisant. Ouais, un nombre de tirs à peu près équivalent pour les équipes, mais Aro a cadré 5 ou 6 frappes, tu as dû faire quelques arrêts, dont un magnifique d'ailleurs. Et Xamax, tu as réussi à cadrer aucun tir, je crois que c'est la clé du match. Ouais, exactement, voilà, ils ont été efficaces, ils ont réussi à mettre beaucoup d'occasions devant le but en première mi-temps, voilà, ça nous a fait un petit peu mal, on était un petit peu acculés dans nos 16 mètres. Aujourd'hui, c'est pas vraiment la réponse, mais je pense que sur le terrain, on voit que c'est flagrant aujourd'hui qu'on a manqué un peu de tout. Raconte-nous le premier but, un peu étrange, la balle te passe sous le ventre. T'es un peu mécontent de ta performance sur ce coup ou bien t'as fait ce que t'as pu, mais le ballon vient vite, t'es un peu masqué? Non, en fait, le but, c'est voilà, je pense que je peux la sortir aussi. J'ai un joueur devant moi, un défenseur qui je pense qu'il a pris entre les jambes. Je suis un petit peu surpris, voilà, je suis un petit peu masqué aussi, mais bon, ça m'excuse rien, je dois pas prendre ce but, donc je le prends pour moi celui-là. Ouais, mais tu traiterais bien plus tard, tu sors une tête de Touré que tout le monde voyait filer dans la lucarne, tu la sors de manière incroyable. Ouais, bien sûr, voilà. Après c'est dommage, on prend quand même 2 buts, donc on est un petit peu énervé ce soir aussi. Voilà, et on écoute le capitaine Kenan Fatkic, qu'on a eu l'occasion d'interviewer en anglais, mais hors antenne, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il me disait il apprenait le français, donc on a bon espoir dans le futur pour avoir des interviews de Kenan Fatkic en français. Donc pour nos auditeurs qui ne parlent pas anglais, je vous ferai une petite traduction de ses propos à la fin. On écoute Kenan Fatkic. Avec le capitaine Kenan Fatkic, Kenan, on a l'impression que Neuchâtel Xamax n'a pas fait un mauvais match ce soir, mais est tombé contre un très bon adversaire. With the captain, Kenan Fatkic, it seems that tonight Xamax did not play bad, but Aro was simply better tonight. Is it what you think so too? Yes, we can say Aro was better, or we played a little bit
not according to the plan, like we spoke about, like we wanted to play. I think we played too many balls back or too many long balls, and we easily lose the ball and let them play. Quelles ont été les clés du match pour toi? What were the keys of tonight's game? Like I said, I think we should just play more in front, and we should be calmer with the ball. We let ourselves take the pressure from Mara and then just kick the long ball and lose it. Et d'un point de vue un peu plus personnel, comment toi tu te sens? And from a more personal point of view, how do you feel yourself on the field? Well, right now I'm disappointed, of course, after the 2-0 loss. Other than that, yeah, it's always hard to come in Aro and play on their pitch. It's a good opponent, and yeah, congrats for the win for Aro. Difficile à dire. Je sentais un peu de stress, alors je sais pas si c'était dû aux 2 bonnes performances qu'on a fait et puis qu'ils avaient un peu la pression face à une équipe où c'est toujours difficile à jouer sur leur terrain. Mais c'est vrai que c'était... Ouais, je trouvais qu'il y avait un petit stress, ils étaient un peu mouvementés. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si Matteo arriverait à mieux voir la chose. Non, mais ce manque de sérénité dont tu parles, je l'ai effectivement aussi un peu ressenti. Il y a eu de la peine. L'un des symboles un peu de ça, c'est par exemple l'occasion que Rapp a eue en première mi-temps, quand il reçoit ce ballon à 7-8 mètres et puis qu'il fait un contrôle il met 3 heures pour contrôler, on va dire, correctement le ballon. Ça, c'est un joueur en confiance et tout, c'est un contrôle qui dure une demi-seconde, c'est frappe et c'est but dans les 8 cas sur 10, c'est au fond. Et c'est vrai que c'est assez symbolisé, cette action-là, elle symbolise assez ce manque de sérénité entrevu vendredi soir, pardon. Ouais, du coup, Mathéo, effectivement, je rebondis sur tes propos. Alors, je sais pas si, comme ce que disait Kenan Fatkic, ça nécessitait plus de calme, mais cette action de Rapp, finalement, il y a 2 possibilités. Il y a d'un côté, il y a la conclusion rapide, comme toi tu disais, c'est-à-dire, il faut que le contrôle soit meilleur. Il se met sur son pied gauche et puis il arrive à mettre une grosse frappe. Et puis, il y avait aussi peut-être la possibilité d'avoir une conclusion que je qualifierais plus de lucide, c'est-à-dire il reçoit le ballon, le contrôle n'est pas forcément optimal sur son pied droite, il arrive sur son pied gauche, il peut frapper, mais à ce moment-là, il voit forcément que le défenseur argovien, il sort pour tenter de le contrer, et là, il peut faire un petit crochet, une petite feinte de frappe du gauche, et se mettre sur son pied droit, enrouler avec le pied droit, et puis voilà. Alors ça donne pas forcément un but à tout prix à coup sûr parce que le gardien peut encore faire l'arrêt, mais en tout cas, ça donne une frappe cadrée, et puis ça oblige le gardien à faire l'arrêt pour empêcher le but. Donc voilà, mais c'est vrai que pour réaliser ce genre de geste, il faut être dans un bon soir. Alors est-ce qu'on peut incriminer la performance individuelle des joueurs? Est-ce que c'était plutôt le collectif qui n'a pas bien fonctionné ce soir-là et puis tout le monde était finalement n'a pas su se mettre au diapason, n'a pas su se mettre à la hauteur de l'adversaire ce soir-là. Mais voilà, alors je sais pas si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire là, mais messieurs.
concernant le calme, la capacité à jouer avec calme? Bah, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure des semaines. Et c'est vrai qu'on voit, malgré de bons résultats et utiles consécutifs, on voit que cette équipe est encore, si ce n'est pas malade, en tous les cas convalescente, notamment au niveau de la confiance. Et c'est par ce biais-là et c'est par ces signes-là qu'on le remarque, surtout. Ouais, totalement. Donc voilà, bah, pour le reste, pour la suite, on en parlera en fin d'épisode quand on discutera un peu de ce prochain match contre le FC Sion. Voilà, si vous avez rien d'autre, messieurs, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Jingle. Voilà, alors la séquence suivante concerne la question de la communauté qu'on a souhaité remettre en place aujourd'hui, n'ayant pas d'invité, comme je le disais en introduction. Alors, honnêtement, je pense que ça se voyait que la semaine passée, c'était les vacances. Beaucoup de gens étaient peut-être partis à ski ou ailleurs. Mais j'avais posé cette question justement sur nos réseaux et on n'a reçu qu'une seule réponse, malheureusement, à notre question de la communauté. Mais voilà, elle était quand même intéressante, donc on a décidé de la traiter. Donc cette question, elle venait de Yanis. Yanis nous disait, est-ce que nous, les animateurs de Xamcast, sommes satisfaits du mercato réalisé cet hiver? Et il nous remercie aussi pour notre podcast. Alors merci à toi déjà Yanis pour ta question. On va y répondre avec grand plaisir. Donc, déjà, si on répond par un oui ou par un non à la question de base avant de développer, messieurs les animateurs, êtes-vous satisfaits de notre mercato hivernal? Pour rappel, le mercato hivernal, c'est un départ, celui de Franck Surdé, un départ dans le futur, on va dire, celui de Zachary Atekame, qui reste encore chez nous en tant que joueur prêté. Mais nous, on va se concentrer bien évidemment plutôt sur les arrivées. Il y en a eu 3 dans l'ordre, celle de Dominique Schwitzer, celle de Samir Ramidzi et puis celle de Zachary Hadji. Donc, messieurs, vous les animateurs, est-ce que vous êtes satisfaits du mercato réalisé par Neuchâtel Xamax? Alex? Oui ou non? Oui. Mathéo? Oui, au niveau des arrivées, oui, je suis satisfait. Oui. Sam? C'est pareil, c'est un grand oui aussi. Ouais. Alors pour moi aussi, alors c'est peut-être pas un grand oui, je suis pas aussi enthousiaste que toi, Sam, mais c'est aussi oui. Je suis aussi satisfait. Donc messieurs, je vous propose qu'on analyse, qu'on décortique un peu joueur par joueur ces 3 arrivées. La première, donc, qui a été annoncée chronologiquement, c'était Dominique Schwitzer, donc qui nous arrive en prêt du Lausanne Sport. Dominique Schwitzer, qui donc a été annoncé vraiment comme le remplaçant sur le terrain de Franck Surdé, parti en Belgique. Donc, dans ce rôle de remplaçant poste pour poste de Franck Surdé, comment vous trouvez, messieurs, que s'en sort Dominique Schwitzer? Qu'est-ce que vous avez à dire des performances de Dominique Schwitzer alors, il a disputé quelques minutes contre le FC Vaduz, mais il rentre, l'équipe est menée 5-0. Et puis ensuite, il a disputé quasi tout le match contre Nyon, pardon, la même chose contre Thun. Et puis là, il a disputé aussi une bonne partie de la rencontre contre le FC Haro. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire concernant Dominique Schwitzer? Moi, je trouve que c'est un remplacement parfait pour Surdez. Alors, ils ont pas le même style de jeu, mais je le trouve très percutant sur les côtés, rapide, technique. Il a une bonne vision du jeu. Il se trouve pas beaucoup. Et niveau qualité des centres, je trouve que c'est plutôt bon. Après, c'est vrai, il y a du travail à faire, mais je trouve que c'est un joueur qui remplace bien Surdez sur le côté. Mathéo, Alex? Moi, je trouve surtout, si je dois rajouter une chose que n'a pas dit Sam, je trouve son entente grandissante avec Balarouban sur le côté un gage de succès vraiment pour l'avenir. Dans l'optique évidemment, dans l'idée où on arrive à le conserver parce que il est en prêt, rappelons-le. Mais c'est vraiment ce qui me satisfait sur ce côté gauche, c'est qu'il y a une très très bonne entente entre les deux sur cette coursive là. Alex, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur Dominique Schwitzer?
Bah, ils ont à peu près tout dit, mais c'est clair que contre Nyon et contre Toul, il nous a beaucoup montré ses qualités de percussion puis de centre. Que contre Bellinzone où il a fait quand même beaucoup. Bah, tous ses corners ont fini dans les mains des gardiens, mais c'est clair que il apporte beaucoup. Il remplace quand même bien sûr des. Ouais, c'est un profil très différent de Franck Surdé, hein, c'est Mm. clair déjà parce qu'il est gaucher. Donc forcément, dans les débordements ou autres, eh ben, il amène un style un petit peu différent. Franck Surdé avait beaucoup, enfin, il prenait de plus en plus confiance en son pied gauche, mais il avait quand même beaucoup plus confiance en son pied droit. Donc les défenseurs savaient globalement qu'il allait très souvent rentrer pour se mettre sur son pied droit, que ce soit pour frapper ou pour centrer. D'ailleurs, Mm. Dominique Schwitzer, c'est le contraire. Hein. Lui, c'est le pied gauche, c'est le pur gaucher. Donc voilà, et les centres en bout de course du pied gauche, ils sont parfaitement exécutés. C'est un joueur qu'on connaissait, hein, on l'a eu comme adversaire quand il jouait notamment pour le FC Thun, mais aussi je crois au Lausanne Sport. Donc on connaissait ses qualités. Moi j'étais assez enthousiaste, j'étais assez étonné que il n'ait pas plus de temps de jeu que ça à Lausanne. Alors je sais pas avec qui il était en concurrence sur son côté gauche, ne suivant pas assez le Lausanne Sport pour me prononcer. Mais j'étais très content qu'il arrive. Et puis il arrivait dans un bon état de forme physique. Hein. Ça il faut le souligner parce que par le passé, dans nos mercatos hivernaux, on avait des joueurs qui étaient aussi des noms, mais qui arrivaient complètement hors de forme d'un point de vue physique. Et du coup, si ils arrivaient à performer, ils mettaient 1 ou 2 mois avant d'être vraiment en forme et d'être au même niveau que le reste de l'équipe. Donc, euh, donc voilà. Je trouve que, comme tu le disais, ouais, son entente avec Balarouban était excellente. Ça avait été aussi pas mal avec Nsakala, en fait. Donc, quel que soit le latéral qui va jouer derrière lui, ça peut être très prometteur. Alors, j'ai trouvé jusqu'à maintenant qu'il était un peu moins impliqué que ne l'était Surdé dans tout ce qui était travail défensif, mais c'était déjà un peu mieux. Haro, par l'activité de l'ailier droit argovien, il a aussi dû beaucoup se replier et venir aider Balarouban qui était parfois en grande difficulté face à Abdili. Donc jusqu'à maintenant c'est une bonne pioche. Alors est-ce qu'il a déjà eu des assists comptabilisés par la Swiss Football League sur ses premiers matchs? Je ne sais pas, mais en tout cas il a déjà été décisif sur certaines occasions. Le 2-0 à Nyon, il est pour lui, vraiment, c'est lui qui fait la plus grosse partie du travail amenant au but. Et on voit que c'est un joueur c'est pas un joueur qui évolue bien un match sur 3 ou sur 4. Il est capable d'aligner les bonnes performances. Donc c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Tu le disais avant, Mathéo, c'est une donnée importante. Il est en prêt. Mais il est en fin de contrat, hein, il faut aussi le préciser. Donc, est-ce que le Lausanne Sport l'a prêté pour entre guillemets il comptait pas sur lui et puis ne pas avoir son salaire à payer sur les 6 derniers mois du contrat? J'ai pas l'impression que le Lausanne Sport le prêtait pour le remettre en forme. Si ça avait été le cas, ils auraient signé une prolongation de contrat et ensuite ils l'auraient prêté. Ils l'ont pas fait, donc on peut se dire que c'est un joueur qui sera libre de signer là où il veut dès maintenant. Hein. Il peut déjà signer un contrat avec Xamax ou ailleurs pour la prochaine saison. Mais c'est un joueur qui va attendre de voir comment il évolue cette saison, qui va attendre de voir quelles offres vont se présenter face à lui. Mais pour moi, ça serait une faute professionnelle si Neuchâtel Xamax ne lui propose pas un contrat pour la saison suivante. Et ensuite, ce sera au joueur de décider si il a plus intéressant pour lui que Neuchâtel Xamax. Mais pour moi, il faut absolument lui proposer quelque chose à la fin de la saison. C'est un renfort indéniable. Et puis, c'est un joueur sur lequel on peut espérer avec qui on peut espérer construire quelque chose si on vise la promotion dès la saison suivante. J'espère que vous partagez le même avis, messieurs, à ce niveau-là. Tout à fait. Absolument. Ouais. Donc voilà, en ce qui concerne Dominique Schwitzer, et je pense qu'il est pas encore au top du top de ce qu'il peut amener. Donc voilà, on peut avoir de belles surprises
avec lui. Ensuite, on a aussi appris le retour de Samir Hamidi. Donc Samir Hamidi, lui, il est bien connu de la maison. On va pas le représenter en entier vu qu'il a déjà une belle carrière à Neuchâtel. Donc c'est un retour aux sources pour Samir Hamidi, puisqu'il revient dans le club qu'il avait quitté. Hein. Il a connu entre-temps que le FC Winterthur. De belles saisons en Super League, enfin en Challenge League, puis une belle saison en Super League l'année dernière pour Samir Hamidi. Et puis 6 premiers mois plus compliqués avec un nouveau coach, Patrick Ramen. Il a de moins en moins de temps de jeu, de moins en moins comme titulaire. Et puis un Samir Hamidi comme on le connaît, qui souhaitait avoir du temps de jeu. Et donc voilà, il a cassé son contrat qui le liait au FC Winterthur pour signer à Neuchâtel. Donc lui, c'est pas un prêt, il appartient à Neuchâtel Xamax. Et d'après les informations que j'ai eues, il est au bénéfice, si je me trompe pas, je veux pas dire trop de bêtises, mais d'un contrat de 1 année et demie. Donc il est à la Maladière au minimum jusqu'en juin 2025. Messieurs, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez appris le retour de Samir Hamidi à la Maladière? Moi, je me disais que si on avait le bon Ramizi de Winterthur, c'était en l'état actuel des choses une super recrue pour l'équipe en ce moment. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est quel Ramizi? Est-ce que c'est le Ramizi la question, c'était de savoir est-ce qu'on allait avoir le Ramizi des 6 premiers mois de cette saison ou celui de la saison passée. C'était pour moi le seul véritable sujet d'inconnu au moment de son arrivée. Alex, Sam? Ah, mais moi, je partage l'avis un peu de Matteo aussi. Je m'attendais à un Ramizi qui avait le niveau qu'il avait à Vinci, ou du moins proche, ou le Ramizi qui était déjà chez nous avant. Et pour le moment, je suis pas spécialement déçu. Il apporte un certain calme dans le jeu. Et il arrive à calmer ses coéquipiers quand ils sont un peu en stress ou autre. Donc pour moi, pour le moment, je suis pas déçu. Je trouve que c'est une très bonne recrue. Ouais. Ouais. Alors, Alex, tu voulais aussi réagir, toi? Moi, quand il a signé, j'étais quand même assez content parce que il apporte quand même une certaine expérience qui manquait dans cette équipe. Puis ouais, comme ils ont dit, il apporte quand même pas mal de calme avec sa capacité à garder les ballons. Puis il est pas sur sa lignée. Enfin, pour l'instant, il est pas sur sa lignée de ses 6 premiers mois à Winterthur cette année, quoi. Ouais, moi j'étais aussi évidemment très content du retour de Samir Hamidi. Pour les raisons que vous avez évoquées, je vais pas les redire. Mais je me questionnais aussi dans quel poste en fait on allait l'utiliser. On en a déjà un petit peu parlé de tout ça. Mais le Samir Hamidi à Neuchâtel qu'on a connu, il évoluait surtout sur les côtés, à gauche et à droite, en permutant sans cesse avec un Geoffrey Tréant dans la belle équipe de la promotion, on va dire. Donc pour moi, de ce côté-là, avec l'arrivée de Schwitzer, c'était bien pris aussi ce côté-là. Donc j'avais quand même l'impression qu'il allait plus évoluer dans l'axe, mais finalement comme il a évolué ces derniers temps à Winterthur. Donc dans ce rôle de numéro 10, de 9,5, enfin de relais derrière l'attaquant. Et puis c'est clair je pense que c'est un poste dans lequel il apprécie jouer et puis il a tout à fait les qualités pour. Alors je reviens sur ce que tu disais, Sam, et sur ce que Kenan Fatkic disait aussi. S'il y en a bien un dans l'équipe qui est capable d'évoluer avec calme et avec maîtrise technique, c'est bien Samir Hamidi. Alors malheureusement vendredi, il l'a montré que sur une seule séquence parce que comme toute l'équipe, il était un peu inhibé. Mais il y a eu toute une séquence où il a porté le ballon sur 30-40 mètres en dribblant 3 adversaires dans le processus et puis en orientant petit à petit le jeu, en assurant la transition défense vers l'attaque. Donc il est capable de faire ça et puis à mon avis, c'était déjà très intelligent d'aller chercher un joueur avec ce profil-là. Et puis, c'était encore plus intelligent d'aller chercher un joueur qui avait envie de revenir jouer chez nous parce qu'il l'a dit, Samir Hamidi, dans les médias. J'ai pas encore eu l'occasion, moi, de discuter avec lui, mais je l'ai entendu discuter que, il était vraiment très, très content et désireux de revenir à Neuchâtel. S'il quittait Winterthur, c'était que pour revenir à Neuchâtel.
Donc d'avoir un joueur qui en plus est motivé à revenir chez nous, c'est extrêmement positif. Donc il arrive ouais dans ce rôle un petit peu de mentor. Hein. Il a 32 ans, moi je crois maintenant bientôt 33, Samir Hamidi. Donc il est clairement dans les plus âgés de l'équipe. Donc on attend à ce qu'il soit le porte-parole technique, mais aussi un peu le porte-parole dans la voix, comme tu disais toi, je crois avant Sam, que voilà, il porte l'équipe aussi dans les phases un peu de moins bien. Donc voilà, alors il est toujours sur la menace de cette suspension et on sent que ça le fait jouer des fois sur un peu sur la retenue, notamment d'un point de vue du pressing et dans les phases défensives. Bah, son carton jaune, il va le prendre, probablement peut-être contre Sion la semaine prochaine. C'est un derby, c'est une ambiance chaude, il aime bien ces ambiances-là, Samir. Et puis il sera probablement suspendu du coup pour le déplacement de ville. Je vais un peu dans le futur, là je fais quelques prédictions. Mais voilà, c'est un joueur qui va, à mon avis, nous apporter beaucoup dans cette saison-là. Et puis dans l'optique d'une saison la saison prochaine, pardon, l'année prochaine qui devrait être, selon les ambitions exprimées par le club, hein, la saison où on luttera pour la promotion, bah, ce sera un joueur extrêmement précieux que Samir Hamidi. Et puis, sauf erreur, le lendemain ou le surlendemain de l'arrivée de Samir Hamidi, bah là, on s'y attendait plus trop, mais le club a annoncé l'arrivée de Zachary Hadji en provenance du Stade Lausanne, où Chi via un prêt. Honnêtement, vous vous attendiez encore à ce qu'on recrute un avant-centre, messieurs, à ce moment-là, ou bien vous vous étiez fait à l'idée qu'on allait finir la saison avec Angelo Campos, Soumaïla Bakayoko et Simone Rapp? Je m'attendais pas forcément qu'on recrute encore un avant-centre. Pardon. Mais c'est vrai que ça peut pas faire de mal d'avoir un joueur supplémentaire, sachant que je sais pas pour cracher sur Campos, mais je pense pas qu'il est prêt encore. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un joueur en supplémentaire. Et pour le moment, je suis plutôt satisfait, même si on n'a pas beaucoup vu le joueur sur le terrain, mais je vois qu'il a quand même des qualités de renard sur le dernier niveau du terrain. Ouais, Mathéo, Alex. Ouais, moi je pense que c'est juste, faut se rappeler d'où vient Zachary Hadji, c'est-à-dire que c'est aussi, je veux dire, il était jusqu'ici cette saison dans une équipe, voilà, qui prend la réalité de la Super League en pleine figure et avec on va dire une réalité de résultat depuis quelques mois qui est pas extraordinaire. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir pour le nombre d'avoir un joueur de plus. Maintenant, c'est un joueur qu'il faut doser, dont il faut pas non plus trop attendre trop vite quelque chose au vu des conditions dans lesquelles il arrive. Ouais, Alex. Moi, je vais pas trop prononcer sur lui parce que bah, je l'ai quasiment pas vu jouer, donc au final, je peux pas dire grand-chose. Ouais, Zachary Hadji, on va pas se le cacher. Alors, c'est un nom qu'on connaissait. On savait qu'il évoluait au Stade Lausanne. On l'a vu jouer contre nous la saison passée. Mais comme toi, Alex, j'avais pas tellement d'attentes. C'est un joueur que je connaissais très peu, même s'il avait fait une assez bonne saison hein, l'année dernière. Et j'ai l'impression au niveau du slow. Donc voilà, bah là il a disputé quelques minutes contre Thun, il rentre, il y a déjà 2-0 contre Haro. Donc voilà, est-ce que voilà, à un moment il va arriver à une zone de performance où il pourra espérer chipper la place de titulaire dans ce 4-2-3-1 qui pour l'instant est principalement occupé par Simone Rapp. Et puis le deuxième attaquant qui joue le plus, c'est Soumaïla Bakayoko. Donc voilà, l'année passée, ouais, c'était 30. Je regarde un peu les statistiques, c'était 30 matchs en Challenge League, 5 buts. Donc voilà, c'était des stats relativement correctes. Actuellement, on n'a qu'un seul attaquant qui atteint ce score-là, c'est Jesse Autier. Donc ouais. J'ai envie de dire, je demande à être surpris avec Zachary Hadji, donc je le mettrai pas comme une déception au mercato, je le mettrai pas non plus comme une super arrivée en soi,
Finalement, ça correspondait à ce que disait le club, c'est-à-dire si on a une opportunité de recruter un attaquant qui vient, eh ben on la prendra, mais on prendra pas n'importe qui. Alors on espère que Zakaria Hadji ne sera pas n'importe qui et puis qu'il pourra voilà scorer son petit lot de buts pour nous amener vers une fin de saison sereine. Et puis de là à se projeter, est-ce que le slow comptera sur lui ou pas la saison prochaine? Enfin ça, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Moi, je m'attends à ce que d'ici 2-3 matchs, il soit vraiment à la bataille pour être titulaire dans ce poste d'avant-centre. Je sais pas si vous avez d'autres attentes, messieurs, concernant Zakaria Hadji. Moi, j'attends juste à peut-être être surpris. Tout d'un coup, c'est une bonne pioche, et puis voilà. Mais sans plus. Ouais, totalement. Ok. Alors voilà, j'espère que ça répond à ta question, Yanis. Et puis voilà, du coup, on peut passer à la rubrique suivante. Jingle. La rubrique suivante, c'est bien évidemment le quiz de Sam. Donc voilà, je propose qu'on te passe la parole sans trop tarder, Sam. Alors mon petit doigt me dit que ce quiz, tu l'as préparé un petit peu à la dernière minute aujourd'hui, mais il est quand même prêt à temps. Exactement, j'ai réussi à faire 5 petites questions pour vous, puis la 6e, ce sera une petite blague, donc Oula. voilà. Oula. Ouais, je suis d'humeur humour aujourd'hui. Très bien. La première question, le joueur est formé à River Plate. Il arrive en Europe en 2002 au FC Lugano et il arrivera à Neuchâtel Xamax en 2007. Furios. Non. Non. Moi, Xamax en 2007, passé par Lugano, ça. Mais à mon avis, t'as oublié le club suisse qui l'a rendu le plus célèbre là-dedans, quand même. Bien entendu, mais ce serait trop Bien facile. entendu, Non. ce serait trop facile. Ouais, non, tu parles de Julio Hernan Rossi, là, très clairement. Exactement. Bien sûr. Le Exactement. goleador Rossi. Oh là là. Ouais. À l'époque du FC Bâle, c'était quelque chose, hein, Julio Hernan Rossi. Je sais pas Avec si avec on a encore Jiménez. sa trace. Ouais, Jiménez Rossi, mais ça pourrait être un invité intéressant, à mon avis, à voir à l'antenne d'Examcast, Julio Hernan Rossi. Je sais Ouais. pas s'il parle le français. Et il me Mais, semble qu'il parle un peu quand même. Ouais. Il me semble qu'il est donc, à toujours dans le voir. coin, mais je suis pas sûr. À voir. Deuxième question. Arrivé d'Ocean Boys FC en 2008, il jouera aussi pour West Bromwich et Olympiakos Dynamo Kiev. Ouais, alors là, je l'ai aussi. Mais je vais laisser la parole à mes 2 autres collègues. Ouais. Donc il a joué au Dynamo Kiev après Xamax. Exactement, ouais. Il est arrivé d'Ocean Boys à Xamax en 2008 et ensuite il est parti en France et ensuite en Angleterre, West Bromwich, Olympiakos, Dynamo Kiev. Ouais, il est Brown. Ouais, c'est Ex- l'idée ouais. Brown, clairement. Exact. Ocean Boys, ouais, c'est un club nigérian très, très connu, Mhm. comme tout le monde le sait. Il a quand même surtout le passage à Xamax, il a quand même une moyenne de 0,5, hein, puisque c'est 30 buts en 61 apparitions. Ouais, Il y a pire comme moyenne. Même Ouais, si je sais c'est- que Ideye Brown joue encore, si je me trompe pas actuellement, non? c'est possible, ouais. C'est possible. Oui, je me rappelle qu'il avait fait d'ailleurs au Dynamo Kiev, il avait empêché le Gladbach de Lucien Favre d'atteindre la Ligue des Champions puisqu'il avait mis un but décisif en qualification pour la Champions League Ouais, il est de retour, je crois, dans avec le Dynamo son. Kiev. Alors, il Ouais, a il est arrêté retour. Non, il joue encore, je crois. Il joue Ouais. encore. Ouais, ok. Ouais, il joue dans les Émirats. Il joue au Koweït, mais il joue encore à 35 ans, ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas de pension alimentaire là-bas. Enfin bref. Hop là, Il a osé. La Troisième joueur. En 2003, il arrive de Newcastle Jets, puis il part de Neuchâtel Xamax en 2006, à Leeds United. Ah, est-ce que ça serait pas. Ouais, je laisse mes collègues. Ouf. Ouais, elle est pas facile. Il avait les cheveux un peu mi-longs avec un bandeau dans les cheveux.
Ouais. Je pense que c'est un des rares représentants de sa nationalité, Axamax. Exactement. Il y a Ouais. eu un autre joueur de cette nationalité-là qui est beaucoup plus connu que lui, on va pas se cacher, qui a joué du côté du FC Bâle, hein. On a son fils actuellement qui joue du côté du FC Sion. Exactement. Non, si personne là, Si, moi je l'ai, là. du coup. Ouais, Ouais, c'est Joel Griffiths. exactement. Ouais. Ouais, joueur Ah oui. australien. Il était super à part ça. Griffiths, je garde de très très bons souvenirs de lui, mais il était arrivé un peu de nulle part. Évidemment, à ce moment-là, l'Australie, c'était personne sur l'échelle du foot mondial. Enfin, on va pas se cacher, hein. Maintenant, ils font des coupes du monde, des trucs. Il y a des joueurs qui commencent à venir, mais à l'époque, il y avait pas beaucoup de joueurs australiens, surtout qui s'expatriaient en plus. Donc, moins connu Ouais. que Scott Chipperfield, puisque c'est lui dont je parlais pour le joueur du Ouais. FC Bâle, l'Australien. Ouais. Mais ouais, un joueur Il qui a était quand arri- même marqué le club. Il était arrivé Ouais. sous Claude Riff, si je dis pas de bêtises. C'est tout Ouais, à fait possible, ouais. possible, ouais. Ouais. Ah, j'étais Il fan est- du joueur, j'avais son maillot. Enfin. Il était surtout arrivé à l'époque où on avait un directeur sportif qui allait voir un peu ce qui se passait à l'étranger et puis qui arrivait à nous ramener des bonnes pioches, parce que c'était une bonne pioche, Joel Griffiths, honnêtement. Ouais, j'ai de bons souvenirs. Ensuite, à quand date les 2 dernières victoires contre le FC Sion? Oh, il y en a une dans la dernière saison Super League. On les bat 3-1 avec un doublé d'Afimiko Pouloulou. Et puis dans cette saison-là, on va gagner à Tourbillon aussi. Donc je dirais c'est la saison 2018-2019. Non, ou Ouais, alors il y en a peut-être une qui est en 2019-2020, mais c'est pas sûr. J'en ai une 2019-2020 à Tourbillon en tête, ouais. Sûr, ouais, avec Ouais, la tête alors, de Xemaili. il y a le 9 du 3 2019, 3-1. Ouais. Ouais. Et il y a, c'est il y a ça. le, et il y a le 15 du 2-20 où on gagne 2-1 à Tourbillon. Ah bah Ouais. voilà, c'est exactement les deux matchs. Voilà. Et il faut noter Auxquels on pensait. qu'à part ces 2 victoires, depuis le 2019, on a fait 4 nuls et 4 défaites contre eux. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben après, on n'a plus beaucoup évolué dans la même ligue, hein, jusqu'à cette saison. Non, effectivement. Donc voilà. C'était difficile d'améliorer nos stats face à nos collègues sédunois. Ouais. Sauriez-vous me dire l'emplacement évoqué pour la nouvelle maladière si elle n'était pas à Neuchâtel? Ils avaient parlé d'un projet un peu à côté de la ville. Ah. Aucune idée comme ça. C'est moins facile celle-là. Hein. Non, c'est moins facile. Honnêtement, je sais pas si. Honnêtement, Je vais vous aider. Ils avaient parlé d'éventuellement le faire dans les champs à côté de Marin Centre. ok. Je sais pas si vous aviez eu l'info à cette époque-là. Mais c'est une Non. possibilité, mais finalement ça s'est fait au même endroit, ce qui est pas plus mal finalement. Ouais, non, c'est clair. Bah, comme le disait Nudes, hein, je crois, d'avoir les stades en plein centre-ville, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on est content de pas. Bon, moi, maintenant, j'aurais été content parce que j'aurais eu 5 minutes de moins de voiture à faire pour venir au stade. Mais à part ça, voilà. Ensuite, pour la dernière, c'est une mi-question, mi-blague. Savez-vous pourquoi Luca Ferro sent-il toujours aussi bon? Bon, pas parce qu'il est italien et puis que les Italiens sont toujours bien parfumés, mais il y a une petite raison. J'en ai aucune idée. Je m'attendais pas à ça du tout, en fait. Non plus. Je sais pas, il a un sponsor. Il a un sponsor pas particulier en matière de déodorant. Non, du tout, mais parce que il est tout simplement né à Savone. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà, c'était la petite blague du jour. Ouais, Je voilà. sais pas si c'est la dernière, du coup, la première et la dernière blague au sein de Xamcast. Mais voilà, on va conclure sur cette petite note, en tout cas cette chronique-là, puisque messieurs, on est, une fois n'est pas coutume, on a un épisode un peu plus court, on est déjà gentiment vers la fin de cet épisode. Merci Sam, et puis voilà, on passe à la conclusion de l'épisode.
Voilà, alors, début de conclusion de cet épisode. La semaine prochaine, un gros morceau nous attend à la Maladière, ni plus ni moins que le leader incontestable et incontesté pour l'instant de la Challenge League, le FC Sion. Voilà, messieurs, vous attendez à quel genre de match pour Xamax la semaine prochaine? Moi, je m'attends à un match très compliqué. Ouais. Non seulement parce que nous, on en se recherche encore, et puis Sion, ils sont en pleine bourre totale. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise où le leader contesté se trouve totalement. J'espère que ce sera ce match. Mais je m'attends à un match vraiment très compliqué. Ouais, Alex, Mathéo. Je Bah, pense que ouais, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce match-là. Parce que malgré les quelques hauts et les quelques bas que Sion a pu avoir cette saison, ils ont quand même, durant ce début de deuxième tour, ils ont quand même mis une vitesse supplémentaire à Toon. Là, en plus, ils ont obtenu une qualification en coupe cette semaine contre Young Boys, qui va certainement encore booster leur confiance. Qualification Donc, logique en plus, hein, au bout du en match. plus de ça, ouais, oui, où IB a mis 80 minutes pour faire un tir cadré, soit dit en passant. Donc ça démontre un peu l'emprise que Sion a eu sur ce match. Et voilà, enfin, ça va être effectivement très compliqué vendredi soir. Ouais, alors pour nos adversaires, le déplacement de la Maladière, c'est jamais un déplacement facile parce que notre terrain, il faut qu'on se le dise, hein, notre terrain est pas facile à jouer pour nos adversaires. C'est un synthétique quand même assez particulier. Donc, nos adversaires estiment que le déplacement de la Maladière est toujours difficile. En plus, on est un club avec beaucoup de monde, il y a de l'ambiance. Donc voilà, c'est jamais un déplacement qui est pris à la légère, la Maladière, malgré le fait que beaucoup de nos adversaires viennent gagner ces dernières saisons. Donc le FC Sion ne va pas prendre ce déplacement à la légère, ils vont le prendre très au sérieux. On se souvient que le premier match avait donné lieu à une véritable démonstration. On n'avait pas eu l'ombre d'une chance face au FC Sion à ce moment-là. Donc voilà, il faudra être parfait défensivement, même si offensivement, c'est pas encore un gros rouleau compresseur. Le FC Sion, même s'ils en ont passé 4 la semaine dernière à Chafouz à l'extérieur. Mais surtout, il faudra être dans un grand soir offensivement pour espérer ne serait-ce que leur marquer un but parce que leur défense, c'est du béton armé vraiment pour la Challenge League, pour les attaques de Challenge League cette année. Donc, ils prennent très peu de buts. Ils sont la seule équipe à être sous le but pris par la moyenne de 1 but par match et très largement, hein, puisqu'ils ont pris 16 buts en 23 rencontres. La meilleure défense après eux, c'est Toon et à égalité avec Benhazen et ils en ont pris 28. Donc, défense béton armé, une attaque de plus en plus solide et efficace. Voilà le cocktail pour rouler sur la Challenge League et arriver directement à la promotion directe à la fin de la saison. Voilà, on espère qu'ils auront un coup de moins bien. Honnêtement, je pense qu'il faut ça. Il faut un Sion, peut-être pas dans un très grand jour ce jour-là pour espérer obtenir un résultat, mais honnêtement, voilà, ils ont écrasé tout le monde jusqu'à maintenant depuis 2024, et puis il n'y a pas de raison que ça soit pas pareil pour nous, malheureusement, vu le niveau affiché par notre équipe. Donc voilà, il faudra en même temps une grosse performance de Xamax et une légère contre-performance ou une grosse contre-performance du FC Sion pour qu'on reparte avec quelque chose. Et puis moi, je l'espère aussi, c'est un petit peu extra sportif et tout ça, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de heurts entre les supporters des deux clubs, comme il y a pu y en avoir parfois lors des dernières rencontres. C'est toujours très chaud entre les supporters de Neuchâtel Xamax et les supporters du FC Sion. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de choses qui vont paraître dans la presse par rapport à des événements un peu négatifs à ce niveau-là. Mais à part ça, on pourrait avoir un très beau match de foot avec deux équipes qui voudront jouer au ballon. Et voilà, mais on espère que le résultat sera pour nous à la fin. Mais l'équipe dans son ensemble n'est pas très optimiste pour ce match. Je crois, Alex, tu t'es pas trop exprimé, mais tu partages un peu ça. Hein. Ouais, clairement. Donc voilà. Ok, très bien.
Alors, pour la semaine prochaine aussi, je vous ramènerai un petit reportage audio. J'aurai l'occasion en fait d'aller voir le match du FC Bull, et puis actuellement le FC Bull emploie un de nos joueurs en prêt, Exxon Rexai, que je pourrais interviewer à l'issue de ce match. Donc je vous donnerai quelques nouvelles de notre joueur en prêt. Et puis j'ai aussi réalisé après coup que il y a 2 anciens Xamaxiens qui évoluent au sein du FC Bull. Alors un depuis le début de cette saison, c'est Pedro Teixeira. Et puis le deuxième, eh ben, c'est tout frais puisqu'il a signé, je crois, avant-hier en provenance de Rapperswil, c'est Emery Pinga. Donc je vais voir si j'ai aussi l'occasion d'approcher Emery Pinga et Pedro Teixeira pour prendre de leurs nouvelles depuis depuis leur départ de Xamax. C'était assez récent pour Pinga puisque c'est l'année passée. Ça fait déjà, je pense, 2 ou 3 ans pour Teixeira maintenant qu'il est parti. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous proposer un peu de contenu annexe en vous donnant des nouvelles de joueurs prêtés ou d'anciens joueurs du club. Pour l'instant, nous n'avons pas encore officialisé d'invité pour la semaine prochaine, mais c'est pas exclu que cette semaine sur nos réseaux, finalement, on vous annonce la présence d'un invité. On continue à y travailler. Donc pour la semaine prochaine, donc restez connectés sur nos différents réseaux pour avoir des nouvelles concernant l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, on arrive à la fin. Merci messieurs les animateurs. Merci à toi. Puis voilà, bonne semaine à tout le monde et puis on se retrouve tous dimanche prochain. Ciao, bye bye. Ciao. Bye bye. Ouais.